Alors les amis, je ne sais pas si vous me voyez, je vous laisse me chercher un petit peu. Regardez, je suis où? Eh bien, je suis là, au pied de ce très beau menhir. Donc un menhir où il y aura pas mal de choses à dire. Et surtout, il y a des très belles gravures à son pied. Donc les amis, je vais essayer de vous montrer tout ça. Et comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. À tout de suite les amis. Mine de rien, nous voici rendus à la troisième vidéo concernant l'alignement de Car Mario et on va faire un petit récapitulatif. On a d'abord fait le tour de l'enceinte orientale, là où l'on trouve les menhirs les plus grands et les plus spectaculaires. Puis, on avait parcouru le chemin qui longe les secteurs de la petite métairie et du moulin de Carmaux pour arriver près de l'étang de Carloquet. Aujourd'hui, on va découvrir le dernier secteur de Car Mario appelé le tumulus ou le tertre du Magno. On reprend la visite depuis le pont de bois qui surplombe la zone marécageuse où l'on avait pu constater une coupure dans les fils de stèle. Allez, on arrive aux alignements du Magno où on aura accès. Il y a 2-3 pierres que j'adore ici. Alors, quand on va dans cette direction, on va vers le pseudo-quadrilatéral géant. Mais nous, voilà, on va aller chercher la petite porte qui est là-bas, du côté de Titine. Et puis, on va aller découvrir ces alignements. Ce secteur est rattaché à Car Mario, mais on peut aussi y voir un monument distinct car il est assez particulier. Notamment avec, et comme son nom l'indique, la présence d'un grand tumulus. En longeant le marécage, on remarque quelques menhirs couchés et peut-être que les fils n'étaient pas totalement interrompus par cette zone humide. Surtout que de nombreux blocs ont sûrement disparu. On rentre là-dedans. Alors, vous avez vu, ça fait quand même une brusque remontée, hein. Qui va nous amener jusqu'à un plateau se situe le grand menhir et le tumulus. On repart sur des menhirs finalement assez petits et assez éparpillés. Et les destructions ici ont dû être assez fortes quand même, parce que je pense qu'il manque énormément de pierres ici les amis. Ce site ne paye pas de mine au premier abord, puisqu'il fait seulement un peu plus de 200 mètres de long et contient environ 200 petites stèles réparties en 9 fils. Et comme pour le secteur du moulin de Carmaux, les menhirs ne regagnent pas en taille en suivant la pente. Regardez, il y a une de mes pierres préférées de cet alignement. Sur le chemin, on remarque de grandes plaques de granit au sol. Elles correspondent à d'anciens affleurements ayant servi de carrière à menhir. Les pierres ne viennent pas de loin, hein, les amis, mais elles ont été directement extraites sur place pour monter ces alignements. Et encore une fois, ici, il n'y avait pas besoin d'énormément de personnes hein, pour faire tout ça. Je pense que même à 5 personnes, vous arriviez très largement à déplacer ces blocs et à les lever. Alors, on revient sur une de mes pierres préférées. On dirait un peu une tête d'animal avec la bouche, la tête, hein, juste ici, et son corps. Vu de cette face, j'ai l'impression d'y voir un reptile ou une grenouille. Mais en l'inspectant attentivement, il m'est venu une autre idée. On a l'impression avec aussi le bourrelet du corps. Regardez, je vais vous montrer un peu mieux en perspective comme ça. On a l'impression de voir son aile ou son bras. Est-ce qu'on n'est pas sur une sorte d'oiseau ici plutôt, qui nous indiquerait un petit peu la direction à suivre dans ces alignements? Même s'il ne pointe pas vraiment vers le début de l'alignement et de ses plus grands menhirs, j'ai tout de même l'impression qu'il nous invite à suivre une des files pour aller dans cette direction. Je pense qu'il est assez remarquable dans cette file. C'est vraiment un des seuls qui a cette forme-là. Et même si c'est de la pareidolie, peut-être que les hommes de l'époque se servaient de ces formes plutôt étranges pour nous indiquer des informations dans les alignements, peut-être les voies de passage ou les endroits où il fallait faire un rite particulier, les amis. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'un menhir de l'enceinte occidentale ressemble étrangement à celui-ci et possède la même orientation. Allez, on continue l'aventure, hein, les amis.
Mais ici, les destructions ont dû être assez massives, hein, parce qu'on voit des gros trous dans les suites d'alignement. Donc il y a peut-être même des pierres qui ont été déplacées parce que certaines ne semblent pas à leur position. Et il manque tellement de pierres que des fois, vous voyez, ici, on a l'impression que en fait, l'alignement est en travers. C'est certainement une illusion due au nombre de pierres manquantes et peut-être aussi à cause de restaurations un peu hasardeuses. Allez, regardez, on commence à voir le grand menhir du tertre du Magno qui domine tous les autres de sa hauteur. Et regardez, encore une petite pierre. On dirait un petit peu une tête de chien, je dirais. C'est plutôt amusant. Alors toujours, hein, les pareils de lit, hein, c'est bien sûr une construction de notre esprit, les amis. Mais ce n'est pas une invention moderne, hein. Déjà, les hommes de l'époque, leur cerveau était structuré comme le nôtre. Et eux aussi voyaient des choses dans les pierres. Et moi, je reste persuadé que certaines pierres étaient sélectionnées et vraiment mises en valeur à cause de ces formes qui leur rappelaient peut-être des créatures, des animaux ou des personnes. En arrivant sur le plateau, on commence à discerner les contours de ce fameux tumulus où est implantée la grande stèle. J'avoue qu'il est plutôt difficile à voir car il ne fait qu'1 mètre de hauteur. Et je l'avais d'ailleurs complètement loupé la première fois que j'étais venu ici. Mais vu du ciel, on se rend mieux compte de ses dimensions plus que conséquentes. De forme ovoïde, il mesure environ 55 mètres de long pour une largeur de 40 mètres. Cependant, sa forme actuelle est peut-être due au passage du temps et aux restaurations, car comme on le verra par la suite, il n'avait pas forcément cet aspect à l'origine. À savoir que son nom exact est le tertre tumulaire du Magno II. Il est désigné par ce numéro vu que l'on retrouve d'autres monuments similaires de la famille des tertres plats disséminés dans les environs. On en compte 6, dont le pseudo-quadrilatère du Magno ou encore le grand tertre de Carlescan. On avait donc une véritable nécropole tumulaire dans ce secteur d'environ 1 km². Ils sont toutefois pour la plupart très difficiles à voir car aujourd'hui masqués par la forêt et malheureusement peu mis en valeur par la région. D'ailleurs, en mars 2024, j'ai aidé une association à nettoyer le numéro 3. Et bien évidemment, on découvrira tout ça dans de futures vidéos. Alors regardez ce menhir, il est quand même magnifique, les amis. C'est vraiment aussi un des plus beaux de Carnac. Et vous allez voir qu'il y a un petit secret qui se cache en dessous, puisque lors des fouilles menées, il me semble, par le Rouzic, eh bien, il a creusé une fosse à son pied et on peut toujours y accéder, les amis. Classé monument historique en 1900, ce site n'attira pas tout de suite l'attention des premiers archéologues. Il faudra attendre 1922 pour que Zacharie Le Rouzic, aidé de Marthe et Saint-Just-Pécard, y jette un regard neuf, leurs fouilles menant à de nombreuses découvertes. En effet, ils remarquèrent le léger bombement formé par le tumulus avec cette grande stèle plantée à son sommet semblant indiquer le lieu et consacrer l'espace. Sa hauteur de 3,50 m hors sol, soit nettement plus grande que celle des blocs autour, en fait un menhir bien visible. De plus, si les fils de menhir sont sensiblement orientés est-ouest, il est lui perpendiculaire à cet axe et donc orienté nord-sud. À quelques degrés près, il serait sur les axes cardinaux, hein. On avait d'ailleurs déjà vu ça avec les menhirs de la Trinité. Autre constatation très importante, ce menhir est implanté dans une fosse de calage située sous la masse du tumulus, tandis que les blocs autour sont plantés par-dessus. Lui, le tumulus serait donc une construction plus ancienne que les alignements. Alors combien de temps après ils ont fait ça? Eh bien ici c'est très difficile à dire, les amis. Si ça se trouve, à l'époque où ils ont construit le reste des alignements, ils ne savaient même pas déjà qui avait été enterré ici. Donc pour eux c'était certainement un lieu sacré, mais peut-être qu'ils avaient perdu la signification première de ce site. On voit quand même assez bien le tertre, hein. La petite butte là, sur laquelle, qui a été construite autour de ce menhir.
D'ailleurs, c'est là où il y a le moins de végétation, hein. On voit assez bien la démarcation ici. Donc ça c'était voilà, hein, c'est une butte artificielle les amis, qui a été construite en plus de ce menhir. C'est étonnant, il y a un menhir là-bas, j'irai peut-être le voir. Vous voyez au milieu de l'écran là, parce qu'il est un peu plus grand que les autres. D'ici on dirait qu'il a vaguement une forme humaine. Et il est plutôt amusant hein, ce petit menhir. Je trouve qu'il est, il est un peu mis en valeur. Peut-être parce qu'il manque des blocs autour, mais il est un peu plus grand que les autres. Et encore une fois, je pense que ça voulait indiquer quelque chose, ça. Peut-être un changement de direction ou des étapes dans ces grands alignements qui pour moi sont un peu des fils de procession, hein. Les fouilles de 1922 permirent également de mettre au jour la structure complexe et bien organisée de ce monument, notamment de son mur de soutien constitué de dalles plantées et formant un trapèze de 35 mètres de long pour une largeur de 16 mètres à l'est et 11 mètres à l'ouest. Cette dissymétrie est d'ailleurs une constante pour ce type de monument, et plutôt qu'ovoïde, le tumulus avait donc sûrement cette forme à l'origine. À l'intérieur de cette enceinte, des massifs circulaires de pierres jointives nous indiquent un mode de construction par ajout successif de masses structurées et cohérentes. De nombreuses petites fosses de 20 à 30 cm de largeur et de profondeur sont également présentes et pourraient correspondre aux fondations d'une vaste structure en bois. 2 grands coffres funéraires furent aussi découverts, le premier se trouvant au pied du grand menhir. Long d'1,50 m, il est recouvert d'une grande dalle de 3 mètres de long soutenue par des murets et gravée d'une hache emmanchée. Remplie d'une terre noirâtre, on y retrouva une poterie ainsi qu'une armature de flèches. Le deuxième se situe à quelques mètres à l'ouest et ses murs sont cette fois-ci constitués de dalles jointives. Un autre menhir, aujourd'hui détruit, semblait également indiquer la présence de ce coffre. Mais honte à moi, je vous avoue que sur place, je n'ai malheureusement pas retrouvé la trace de ces 2 tombes. D'autres poteries disséminées sur les bords du tumulus furent découvertes, correspondant sûrement à des offrandes ou des dépôts funéraires, ainsi que des fragments de meules et les traces de plusieurs foyers. Alors une des particularités étonnantes de ce menhir, eh bien, c'est qu'il y a des gravures à son pied. On peut les voir grâce à la petite fosse qui est ici. Alors c'est vrai que l'année dernière, je les avais loupés, je n'étais pas au courant. Mais déjà, ce menhir m'avait fait forte impression à l'époque. Je vais vous montrer un petit peu l'ouverture depuis le dessus, parce qu'en fait, il y en a 2. Allez, on va jeter un petit coup d'œil. Je vais vous montrer ça. Alors regardez, il y a même un os d'animal. C'est plutôt étrange. Ah, on va peut-être... Alors regardez, on commence un petit peu à distinguer les gravures de ce côté. On voit quelques gravures aussi ici, je pense. Vous voyez, la pierre semble avoir été un peu taillée à des endroits. Surtout de ce côté-là. Allez les amis, je descends dans le trou et j'essaye de vous filmer tout ça. Regardez, hein, tout a été bétonné, restauré. Ici, on a une autre petite cache. J'ai pas envie d'aller mettre ma tête là-dedans, les amis, parce que ça doit sûrement servir pour les animaux. Donc, je vais peut-être réussir. Alors, je vais peut-être réussir à vous filmer tout ça. Mais voilà. Alors, si regardez, on voit quand même bien les gravures. Regardez, hein, ici. On compte 5 motifs parallèles serpentiformes de 90 cm de hauteur, un symbole que l'on retrouve sur d'autres monuments mégalithiques, notamment dans le cairn de Gavrinis. Alors ça a été très souvent interprété comme des serpents, mais on a peut-être aussi des sortes d'anses. Peut-être que ça représentait aussi les rivières de l'époque, tout ça les amis. Alors c'est très abîmé, hein, forcément, hein, mais... Voilà, donc cette partie était enterrée, hein. C'est pour ça que les gravures au final ont résisté. Si beaucoup de menhirs sont ornés de divers symboles, la plupart du temps ces gravures sont devenues imperceptibles à l'œil nu à cause de l'érosion. C'est vrai que si
Si vous n'êtes pas au courant, eh ben, il faut avoir l'œil pour voir ce genre de choses. Parce que forcément, tout est très abîmé. Donc c'est possible aussi que ce menhir était peint aussi à l'époque. C'est vrai que c'est plutôt étonnant de se dire, mais pourquoi faire des gravures pour les enterrer ensuite? Je pense que le menhir est même plus ancien que le tumulus puisqu'il n'avait pas besoin de cette masse de terre pour tenir dressé. En effet, sa base repose directement dans une fosse creusée dans le granit et est entourée par un anneau de pierre soigneusement agencé de 3 mètres de rayon et 80 cm de hauteur. On retrouve d'ailleurs un mode de calage similaire pour le grand menhir de Locmariaquer et les stèles qui l'accompagnaient. Vraiment, celle-là, c'est, je pense, la plus belle forme, la plus belle gravure qu'on voit. On la voit très bien. Regardez ici encore deux belles formes serpentiformes qui sont à peu près identiques l'une de l'autre. Vous voyez. 4 lames en pierre polie furent également découvertes au pied du menhir, plantées tranchant vers le haut et une 5e à 1 mètre de là. Associé aux gravures, cet objet du commun, la hache, prend certainement ici une forte dimension symbolique. Par exemple, on aurait pu chercher à bénir ce site en faisant une offrande. Ou encore, chaque hache pourrait représenter un défunt, son esprit pouvant accéder au monde des morts grâce aux gravures. On retrouve d'ailleurs ce type de dépôt intentionnel dans de nombreux monuments de la région et on aura l'occasion d'en reparler. Allez, on ressort du trou à lutin et on finit la visite. Alors les amis, dernière petite chose que je voulais vous montrer. Parce qu'ici, on est vraiment peut-être à la toute fin de ces grands alignements qui avaient commencé avec ceux de Carmario, ceux de Chiarmo et ceux du Magno. Pour moi, je pense que c'était un alignement unique ici. Ce monument voilà, prenait toute cette longueur. Il doit faire à peu près 2 km, je dirais. Et j'ai remarqué peut-être un truc ici, hier, vous me direz. Donc ici, on voit toujours bien le tertre du Magno où je me tiens. Mais vous voyez, on a l'impression que les pierres ici se rassemblent et je dirais forment comme une sorte de vortex. On voit assez bien la courbe que prennent les pierres et j'ai l'impression que ça dessine ce chemin particulier. Regardez, on va là-bas. On a le plus grand menhir de ce secteur qui fait un peu un point d'inflexion. On retourne par ces pierres et on reva vers le centre. Très belle vue les amis. Allez, regardez-moi ça. Donc on va suivre cette file qui finalement commence à s'incliner, on va dire à partir de ce plus gros bloc. Donc on va suivre ces blocs-là qui font finalement le tour du tertre. Encore un plus gros bloc au milieu des autres. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on peut continuer en fait comme ça. L'autre partie de l'alignement semble rejoindre un point par là-bas. Alors je suis peut-être totalement dans l'erreur les amis. Mais ici on avait peut-être en fait l'enceinte terminale. Sûrement que c'est une fausse impression parce que peut-être que les alignements continuaient derrière ces bois. On est d'ailleurs très proche de l'alignement de Carlescan et des menhirs ainsi que le tumulus du Magno 3 se trouvent dans les bois. Les premiers résultats d'une étude réalisée en juin 2024 auraient également permis de mettre en évidence de nombreux menhirs couchés et enterrés dans les champs alentours. Carmario et Carlescan étaient donc peut-être liés par ces blocs. À nos pieds, on trouve encore une fois d'énormes dalles de granit. Regardez, il y a aussi une sorte de petite bosse ici, entourée des autres menhirs. Pareil, on voit qu'il y a une grosse dalle sous la mousse. Et partout où on regarde, en fait, on voit que sous nos pieds, il y a des sortes de dalles. La plupart sont sûrement des restes d'affleurement, mais certaines sont assez étranges. On pourrait y voir des fragments de menhir, mais sur place, j'ai eu une autre impression. Est-ce qu'on n'avait pas ici des coffres funéraires, en fait?
une sorte de cimetière. Et finalement, toutes ces plaques ont été posées pour fermer ces coffres. Donc ici, on avait peut-être le reste du cimetière, en fait, calé avec le tertre du Magno, les amis. Surtout qu'on a l'impression, vous voyez, il y a un creux là, en plein milieu, qui suit le tertre du Magno. Et nous aussi, on est un petit peu sur une toute petite bosse. Donc on avait peut-être ici un autre tertre avec des tombes multiples, peut-être plus des coffres. C'est calme les amis. C'est vraiment, vraiment agréable. Je suis quasiment tout seul. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et voilà les amis, c'était les alignements du Magno et son célèbre tumulus avec son menhir gravé à la base. Donc c'est quand même un des monuments, je pense, les plus intéressants de la région. Demain au programme, on ira voir le géant du Magno et son pseudo quadrilatère. Vous verrez aussi que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire parce que c'est un site un petit peu particulier. Donc pour l'instant, eh bien moi je vous dis bonne soirée, à la prochaine. Comme d'habitude les amis, restez curieux. Moi je vais aller me mettre dans mon trou pour passer la nuit et on se retrouve très bientôt les amis. Allez, ciao tout le monde. Allez, bonne nuit! D'ailleurs, en parlant de nuit, pour mon dernier soir à Carnac, je suis venu ici pour prendre quelques photos des étoiles. Je vous jure, ce qu'il ne faut pas faire pour prendre une bonne photo les amis, je ne suis pas rassuré du tout. J'entendais plein de bestioles rôder autour de moi et je vous avoue que je n'étais pas du tout rassuré. Ah, sérieux, je vais revenir avec le pantalon mouillé je pense les amis parce que je suis pas fier de moi là. Mais ça m'a donné l'idée de faire quelques vidéos nocturnes car ça change complètement d'ambiance. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, essayez de faire le gars courageux quand même. Je fais un peu de bruit pour faire fuir les lutins, les fées, toutes les choses, autres choses que j'ai pas envie de voir. Allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin et je vous invite vivement à découvrir ce magnifique site. Alors les amis, à bientôt et surtout, restez curieux. Yeah.